Ludovic Bonin, responsable du pôle désherbage à Arvalis Institut Végétal. Le désherbage doit se raisonner à plusieurs dimensions. Il y a la dimension de la culture, premièrement, puisqu'en effet, les adventices vont concurrencer la culture, on doit donc désherber cette culture. Mais ensuite, compte tenu de la reproduction des espèces et des adventices, il faut aussi tenir compte du désherbage à moyen et long terme. Donc là, on raisonne plus à la dimension rotation. Donc c'est le désherbage dans la rotation à ce niveau-là. En fait, il y a différents niveaux d'efficacité du désherbage. Le premier niveau, c'est la rotation. On sait que c'est le moyen et le levier le plus efficace pour lutter contre les mauvaises herbes. Justement, en alternant les cultures d'automne, de printemps, en alternant les cultures dicotylédones, graminées, si je compare par exemple un tournesol et puis un maïs, ou bien encore un tournesol et puis une serre à la paille. Seulement, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne peut pas implanter toutes les cultures dans tous les milieux. Certains milieux ont des restrictions, je pense notamment des contraintes pédoclimatiques et font que les cultures de printemps ne passent pas. Dans ce cas-là, on va se mettre à un niveau supplémentaire, donc c'est le niveau travail du sol. Labour, déchômage, faux semis, donc qui permettent de faire germer les adventices ou bien de les enfouir et donc de faciliter le désherbage en culture. Et enfin, la dimension qui nous intéresse surtout au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'alternatifs, c'est la dimension de la culture. Donc qu'est-ce que l'on peut faire en culture pour limiter l'usage des produits phytosanitaires? On va penser à des outils mécaniques de type herséterie, bineuse ou rotative. Il y a une efficacité, notamment sur dicotylédones, mais aussi sur graminées. Par contre, en fonction des cultures automne ou printemps, on aura des efficacités et des conditions, on va dire, de passage complètement différents. Si on prend une culture de printemps, compte tenu de l'époque d'implantation et des conditions climatiques plus favorables, on peut passer par exemple une houe rotative, une herséterie ou bien la bineuse. Les conditions sont plus séchantes, on peut s'attendre à des efficacités tout à fait acceptables. Alors que sur une culture d'automne, notamment du blé ou une orge d'hiver par exemple, compte tenu des conditions d'automne qui sont parfois plus difficiles, un type de sol parfois non adapté, voire même un peu humide, on peut s'attendre à des efficacités tout à fait limitées. Le coût d'un passage mécanique sur serre à la paille n'est pas très élevé. On peut être aux alentours de 15 € de l'hectare à peu près, ce qui revient à peu près au passage du pulvérisateur, sans le produit. Ça veut dire que donc qu'on est relativement économique. Par contre, il faut tenir compte aussi de l'efficacité des outils et puis du potentiel grainé qui pourra éventuellement réinfester la parcelle, puisqu'on sait qu'en outil mécanique, on ne fera pas 100%. On essaiera d'approcher, mais on n'y arrivera pas. Donc il faut aussi en tenir compte et intégrer cette dimension économique à la culture au niveau de la rotation, bien sûr. En ce qui concerne les seuils de nuisibilité, il y a déjà eu des calculs de réalisés sur ce sujet, calculs théoriques et en laboratoire essentiellement. On sait que pour certaines adventices, on va les qualifier de peu concurrentielles, d'autres de très concurrentielles, comme le gaillet ou bien la folle avoine, et puis les graminées aussi, type régravulpin. Seulement, la mise en œuvre sur le terrain est extrêmement délicate, puisque les abacs que nous avons sur la nuisibilité des adventices concernent les adventices prises une à une. Donc on sait ce que vaut le gaillet, le vulpin, etc. Mais au niveau d'une parcelle, il y a toujours une flore. Donc il s'agit d'une cohorte. Et dans ce cas-là, on ne sait pas ce que fait par exemple 3 vulpins avec 10 régras et 10 gaillets. Si l'agriculteur a une rotation, comme je disais au début, très diversifiée, avec du travail du sol assez important, on peut peut-être envisager une certaine tolérance vis-à-vis des adventices. Reste encore à calculer les niveaux de tolérance, puisqu'ils dépendront de l'année et du type de sol, bien sûr. Donc il y a des projets qui sont en cours, notamment avec l'ACTA, pour définir comme ça ces seuils de tolérance. Les couverts végétaux peuvent être à double tranchant sur les adventices, en fait. Ils peuvent avoir des effets répressifs, donc lorsqu'ils sont implantés, ils empêcheront les adventices de se développer durant l'interculture, auquel cas ce qui est plutôt positif pour nous, puisque nous pourrons gérer le couvert et derrière espérer avoir une parcelle propre. Dans d'autres cas, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le couvert peut avoir du mal à se développer, pour des raisons diverses et variées, un manque de reliquats azotés, des conditions d'implantation un petit peu difficiles, et dans ce cas-là, en effet, les adventices peuvent se développer dans le couvert. On doit toujours considérer que le semis doit se faire sur une parcelle propre. Ça, c'est la condition sine qua non. Donc si le couvert a été semé dans de très bonnes conditions et qu'il y a eu un effet répressif sur les adventices, on peut estimer que cela est positif. À l'inverse, comme je le disais, si le couvert a été implanté dans de mauvaises conditions, il peut y avoir des adventices, et là on peut se retrouver dans une situation où le semis ne se fera pas sur une parcelle propre. Et dans ce cas-là, on aura des soucis dans la culture suivante, avec des repiquages possibles, et éventuellement pour certaines adventices, une reconstitution de stock grainier, ça arrive dans le couvert. Je pense notamment aux sensons qui seront capables de faire des cycles assez rapides et pourront terminer leur cycle avant même que le couvert ait pu se développer correctement.
Et dans ce cas-là, en effet, on peut arriver à des réinfestations assez importantes et un salissement des parcelles.